Hello, hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Club Débrief avec moi-même Jamie Silk, Monsieur King Doudou et un intervenant pour cet épisode spécial sur les subventions, Monsieur Julien. Et avant de commencer, on voudrait remercier les personnes qui nous ont écoutés pour ce premier épisode, ceux qui ont pris le temps de partager et de laisser quelques commentaires. De commenter et de nous faire des retours. Franchement, ça fait trop plaisir. J'espère que vous allez kiffer ce nouvel épisode où on va parler du fameux modèle français de financement des arts et celui de la musique en particulier. Et comme tu l'as dit, Jamie, on a un invité de marque, Julien, a.k.a. Skid. Comment ça va? Ça va et vous? Merci de me recevoir. Eh bien, Ça merci va. à toi d'être venu. Julien, producteur, éditeur et expert dans le domaine culturel. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas? Bah, ça, c'était bien déjà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Effectivement, je produis au sens composition de musique depuis une dizaine d'années, depuis un peu moins sur le côté production plus business et édition. Et comme c'est pas évident de monter des projets sans comprendre comment on les finance, je me suis pas mal spécialisé aussi dans voilà, comment construire des projets, ce qui me sert à être un peu un intermédiaire pour différents projets culturels en France et pas que. Super. Et est-ce qu'il y a un moment particulier dans ta carrière, en fait, où j'imagine, où tu as découvert, où tu t'es concentré sur ces histoires de financement, ou c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure que tu as appris un peu comment ça fonctionnait? J'ai compris très tard comment ça fonctionnait parce que j'ai des assez mauvaises bases en logique économique. Enfin, la logique économique, c'était pas un truc qui existait dans ma famille. On parlait pas d'argent, enfin on n'avait pas d'argent, donc on parlait pas d'argent. Et du coup, j'ai jamais trop compris comment ça marchait avant que je me mette à vraiment, je sais pas, lire des livres. Enfin bref, en tout cas sur la musique, j'ai plutôt une DA de débrouillard. Et j'ai pas mal compris ça plutôt pendant la période Covid, parce que j'avais un projet plutôt d'ordre associatif autour de la santé mentale dans la musique. Et on avait monté un projet qui s'appelle Cura. On avait fait toute une étude, euh, toute une enquête sur la santé mentale dans le milieu de la musique. On avait monté ça avec l'équipe que j'avais à l'époque, donc 4 personnes en bénévolat total. Et à l'issue de ça, on s'était fait contacter à une échelle européenne pour monter une étude similaire pour l'Europe. Et il y avait une subvention de 150 000 euros pour le faire. Et quand j'ai reçu cette sollicitation, ça a débloqué un truc dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais tout cet argent pour faire un truc que j'ai fait gratos. Ouais. Oh, Bref, et alors, finalement, on tu as l'a pas eu, touché la les... subvention. Ah non, 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 on l'a dommage. pas eu. Non, mais j'y connaissais rien, donc je savais pas comment on montait ce genre de truc. Donc il y a des gens sans doute plus qualifiés qui ont touché cet argent pour mener une étude qui n'est jamais sortie. Enfin, pas à ma connaissance en D'accord. tout cas, mais franchement, voilà, c'est Dieu qui donne. Et en tout cas, ça m'a ouvert la porte à me dire, vraiment, avant ce moment-là, je m'étais jamais dit qu'il y avait des financements pour les projets culturels et en voir un, notamment sur un truc aussi spécifique, parce que voilà, la santé mentale, Mm. surtout à cette époque-là, donc c'était pendant le Covid, donc c'était 2020, c'était moins Mhm. euh, omniprésent que maintenant. Et je me disais que c'était étonnant qu'il puisse y avoir ces moyens-là. Donc ça m'a ouvert un peu la porte. En plus, période Covid, j'avais du temps, donc j'ai pas mal creusé et digué sur ce qui existait. Et voilà, c'était ça mon Ouais, bah épiphanie à ce sujet. j'avais lu ton étude justement. Si vous avez l'occasion d'aller checker, c'est super intéressant et c'est toujours d'actualité, hein, très clairement. C'est Et, tristement d'actualité. Hmm. et justement, c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on a des profils tous différents. Et puis, je pense que beaucoup de gens en France se lancent dans le monde artistique sans vraiment avoir connaissance ou conscience de ce système de subvention. Moi, à titre perso, j'en profite pas, je suis même pas intermittent et on va aborder aussi le sujet de l'intermittence par la suite. Doudou, toi, tu as un profil où, comme tu as produit pour des artistes, tu as aussi ce truc, je pense, où tu vas nous confirmer ça ou non, mais que tu as travaillé avec des artistes qui, eux, peut-être profitent aussi du système de subvention ou non, le système d'intermittence. Donc, tu as sûrement plus connaissance que moi déjà de ce milieu-là. Ouais, exactement. Et puis c'est vrai que moi aussi, du coup, bah, je suis producteur de musique et du coup, en tant que producteur et éditeur aussi, tu as droit à des subventions. Et c'est vrai que là, bah, typiquement sur un dernier projet sur lequel j'ai travaillé, on a fait ça dans les règles de l'art avec des subventions du CNM pour la production audiovisuelle. Donc je pourrais vous raconter un petit peu Mhm. comment ça se passe. Après, oui, ça fonctionne de plein de manières différentes.
Mais globalement, toi, Julien, peut-être que si tu peux faire un petit point de comment ça fonctionne de manière simple, en fait, les subventions en France, quels sont les différents organismes qui permettent. Je pense qu'au-delà des organismes, c'est une question de logique. La musique, la culture de manière générale, ça ne rapporte pas d'argent au sens de la logique capitalistique. Déjà, tu réponds pas profondément à un besoin. Et donc en face, enfin personne t'a demandé de faire de la musique en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'argent pour ça. Tu peux le faire si tu veux faire ton petit dessin ou ta vidéo, c'est cool, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. Ensuite, derrière, avec l'engouement que ça peut générer ou la qualité que ça peut avoir, ça fait que des modèles économiques naissent plutôt a posteriori, mais a priori, on n'a pas besoin de ta musique. Donc, ça, c'est une logique historique. C'est ce qui a fait que le monde culturel a beaucoup tenu sur le mécénat et l'argent des rois dans le passé. Il faut une béquille économique qui permet de starter les projets culturels. Dans beaucoup de domaines, c'est un peu ça, hein. Dans la culture, comme c'est un petit peu plus... euh, c'est moins évident ce que ça apporte économiquement parlant. C'est moins évident de faire de l'investissement pur. Donc, c'est pas évident qu'il y ait des investisseurs privés. Donc, on a créé des systèmes plutôt publics qui permettent d'injecter de l'argent national dans de la production culturelle. Chez nous, effectivement, pour réduire le scope à la musique, plusieurs caisses existent et servent à financer les projets culturels. Le schéma le plus simple, je pense que ça va être celui autour de la SACEM, qui est de toute façon la maison la plus reconnue. Donc la SACEM, c'est une maison pour les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. Elle collecte des droits et elle les reverse pour les auteurs, compositeurs et éditeurs. Et il y a une part de cet argent qui peut être utilisé pour la filière. Donc, à la SACEM vont être captés des fonds qui peuvent être redistribués via différents programmes de financement pour les artistes. Donc, comme c'est une maison pour les éditeurs, par exemple, toi Hugo qui est éditeur, tu peux aller faire une demande, par exemple, d'aide au développement éditorial auprès de la SACEM. Tu remplis un petit dossier, tu dis, voilà, moi j'ai signé ce jeune artiste, j'ai besoin de moyens pour aller à la hauteur de mes ambitions. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi tant qui correspond à un maximum de 50% d'un budget total pour compléter mon projet et pour aller au bout de mes ambitions. Et donc, sur l'ensemble des métiers, puisque c'est extrêmement atomisé dans la musique, par spécificité, il va y avoir des caisses de collecte différentes. Si tu es producteur, il y a deux sociétés principales, la SCPP et la SPPF. Si tu es interprète, il y a la DAMI ou la SPEDIDAM. Euh, et de manière générale, il y a une maison commune depuis 2020 qui s'appelle le Centre national de la musique. Donc le Mais après, CNM vu dont que c'est Hugo des, parlait c'est précédemment. c'est des métiers qui vont être parfois transversaux, donc par exemple, sur de la production audiovisuelle, si tu fais un clip ou un docu autour de ton projet, bah, tu peux t'adresser au Centre national du cinéma, plutôt le CNC. Si tu as un projet un peu d'action culturelle, d'insertion sociale, tout ça, tu peux t'adresser au ministère de la Culture. En gros, il faut imaginer qu'il y a vraiment énormément de... Parfois, je vois ça comme un magasin, tu vois. En fait, tu peux rentrer, tu peux faire tes courses et ramener vraiment Mm. beaucoup de... Il y a plein de rayons. Il y a plein de rayons. Mais tu Il Bah, y vois, a le c'est ce qui est marrant. rayon... super, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, ça fait écho à ce dont on parlait durant le premier épisode sur artistes ou créateurs de contenu, où c'est un point que j'ai souvent avec les artistes, surtout les artistes français, où on se sent, il y a une légitimité à penser qu'on doit faire de l'argent ou qu'on doit avoir de l'argent avec l'art. Alors que comme tu le dis, historiquement déjà non. Et puis en plus, j'aime bien aimer cette phrase où tu dis personne t'a demandé d'en faire, donc en fait, pourquoi est-ce qu'on va t'en donner? Mais il y a aussi cette question du coup de quels sont les critères. Parce qu'on en entend beaucoup parler, on sait que ça existe. Et je pense que beaucoup de personnes font pas le pas d'y aller parce qu'on pense que bah, justement on n'a pas cette légitimité en tant qu'artiste ou autre, ou on n'est pas assez pro. Donc c'est la Ouais. question du critère selon toi, ou par exemple toi, Doudou, par quelle étape t'es passé pour pouvoir avoir les subventions en tant que Ouais, producteur? ouais, non, parce que c'est vrai que comme, Julien l'expliquait, on a l'impression que, ouais, il y a tout cet argent qui ruisselle d'en haut et on a juste à ouvrir les bras pour que ça tombe entre nos mains. Mais c'est vrai que moi, du coup, en tant que structure, c'est pas si simple que ça. Bon, après, en soi, c'est pas non plus, super compliqué, hein. Il faut déjà avoir une structure, donc une société, il faut être structuré en société.
et ensuite répondre à certains critères, donc remplir des dossiers. Et donc, généralement, c'est des personnes qui sont spécialisées là-dedans, que toi, tu vas employer, qui vont remplir tous ces dossiers-là. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en fin de compte, en tout cas du moins pour les subventions, donc moi c'était le CNM, aide à la production phonographique et tout, euh, ça implique quand même de se professionnaliser à un autre niveau. Par exemple, moi, jusqu'à présent, bah, c'est vrai que je faisais tout un peu à la débrouille, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, quand il fallait payer des gens, c'était plutôt des auto-entrepreneurs, tu vois, des choses comme ça, donc des factures assez simples à régler. Là, en fait, avec le système des subventions, tu es obligé de rentrer dans le système du salariat, donc du salariat spécifique au spectacle, en plus donc de l'intermittence. Et en gros, on va te donner l'argent qui correspond au salaire que toi, tu vas sortir pour ces intermittents que tu emploies. Et du coup, ça fait beaucoup de paperasse, beaucoup plus Mm. d'administratif. Et je trouve que, bon, bah, ok, quand tu es là depuis un petit moment, que tu as l'habitude de faire de l'admin, que tu as des gens qui s'en occupent, c'est quelque chose qui est assez simple et presque léger, quoi, puisque c'est pas sur toi que ça repose. Mais pour un artiste réellement indépendant qui, lui, il est juste là à enregistrer sa musique dans sa chambre, à faire tout seul ou avec ses potes et qui se dit, ah tiens, j'ai envie de faire un clip, je vais faire une demande de subvention pour avoir 5 000 € pour faire un clip. Eh ben, c'est pas si simple que ça en réalité. Et justement, ça pose la question de qui sont les bénéficiaires au final. Parce que peut-être que le grand public ou même certains artistes indés se disent pas que des gens comme Aya Nakamura ou Soprano touchent des subventions. Tu vois. Et Julien, genre, est-ce que potentiellement, toi, tu as des expériences ou des anecdotes par rapport à ça, où tu as des artistes indés qui pensent toucher, je dis pas, je dis n'importe quoi, une somme énorme, alors qu'en fait, la plupart de l'argent est directement reversé sur des gros artistes qui potentiellement génèrent aussi beaucoup d'argent via leur activité. Euh, Là-dessus, j'ai presque une. En fait, je pense souvent au premier article du Code civil français, qui est nul n'est censé ignorer la loi. Mm, yes. De facto, c'est vrai, puisque tous les textes sont accessibles, mais si tu vas pas toi-même chercher le texte de loi, tu le connais pas. Je pense en ce qui concerne les financements publics, c'est similaire. Par exemple, toutes les structures que j'évoquais plus tôt, leurs rapports d'activité sont publics. Et donc, si tu veux savoir qui a touché le plus de subventions l'année dernière, tu te rends sur le site de la SCPP, la SPPF par exemple, et tout est détaillé sur quelles commissions ils sont passés, quels sont les montants qu'ils ont pris. Donc, c'est pas des informations qui sont masquées. Souvent, sur les profils un peu indépendants, j'ai tendance à constater une sorte de, de méconnaissance qui est mélangée à un manque de curiosité, parce que vraiment, ce sont des informations publiques. Donc, euh, un, c'est pas caché. Et deux, ça répond quand même à des logiques commerciales assez basiques, qui sont que d'une certaine manière, ceux qui contribuent le plus sont ceux qui derrière vont être aidés le plus. Par exemple, la SPPF, du coup, qui est une société de producteurs qui collecte des droits pour les producteurs indépendants, je vais mettre des grands guillemets, mais vous lirez pourquoi juste après. Euh, donc, ils collectent des droits des productions qui sont répertoriées chez eux, et donc l'argent qu'ils vont avoir, il fait sens pour eux de le redistribuer plutôt à ces grands contributeurs, puisque en aidant un grand projet, on aide quelque chose qui va générer des droits qui vont ruisseler sur ce cadre-là. Par exemple, un des artistes indépendants qui est le plus aidé par la SPPF, c'est Gims, puisqu'il est chez TF1 Entertainment, qui est pas une des majors. Donc à ce titre-là, c'est un indépendant. TF1 Donc Entertainment, c'est indépendant. Ah, pas bah, mal. en fait, si t'es pas dans les majors, si t'es pas Ok, Sony, ok. Universal, Warner, t'es indépendant. Et c'est pour ça que c'est Ce qui, intéressant aussi de démystifier, c'est dur à dire, démystifier le ouais. label d'indépendant. Parce que souvent on entend parler Ouais. d'artistes indépendants et puis c'est vrai que ça peut faire rigoler. Ça existe Oui, quasi pas en France, hein, donc c'est pas la peine. Ça c'est ça. n'existe quasi pas l'indépendance. Mais, du coup, enfin, moi, je sais que quand j'avais commencé à faire mes recherches là-dessus, ça m'avait pas mal intéressé parce que je partais un petit peu d'un postulat. Vu que je suis plutôt, moi, sur le rap, j'étais un peu en mode ah, ils nous aiment pas, ils veulent pas nous donner Hmm. des subventions alors que c'est parce qu'on est anti-système, machin. Et en fait, pas spécialement, étant donné que c'est une musique qui fonctionne commercialement et qui est dans un cadre professionnel classique, bah, je sais pas, les PNL, quand ils font deux frères, bah, ils vont aller récupérer 250 000 balles de subvention en tout cumulé
parce qu'ils peuvent être en mesure de le faire. Même sur des profils vraiment estampillés ou reconnus comme indépendants, type Joule, c'est pareil, il va aller récupérer des aides de la SPPF parce qu'elles sont là en fait et que ça vaut le coup de les demander parce que ça fait toujours plaisir de récupérer un 20 000, un 30 000 pour aller pour aller boucler le budget d'un clip, d'une promo. Donc toutes ces choses-là sont existantes, franchement assez accessibles pour la plupart euh, de ces OGC, ces organismes de gestion collective. Ils font un travail de communication qui est franchement assez honnête, euh, qui fait que bah, les choses existent et tu peux les tenter. Après, effectivement, pour revenir sur ce que disait Hugo plus tôt, faire les dossiers, c'est hyper compliqué. Donc, soit il faut que tu aies le temps de le comprendre, soit il faut que tu aies le temps d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. De facto, ça crée une forme de ségrégation entre ceux qui peuvent et Ouais, ceux qui ont le temps. moi Et c'est même ce un truc que d'envie, parce que moi-même, j'accompagne beaucoup de structures, mais comme tout bon cordonnier mal chaussé, je le fais pas spécialement pour moi. Parce que je pense que c'est un truc de mental, tu vois, quand je me dis, ouais, il faut que je fasse un dossier au lieu de faire un truc qui me fait plaisir, oui, je me dis, oui. je préfère passer à côté de demander 10 000 balles en faisant un PDF de 3 pages, plutôt, enfin, ça me met une flemme Oui, puis c'est parfois plus facile monstre. à faire pour les autres que pour soi-même. Enfin, ça te met une flemme plus importante à te dire pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de me justifier. Enfin, j'en sais Ouais, rien, je tu vois. pense que au-delà de l'aspect justification, moi, je suis toujours un peu fasciné quand je fais des dossiers du côté du manque de créativité. Oui, c'est T'es très vraiment basique sur un ce qu'il faut truc, faire. ouais, c'est un truc administratif extrêmement formel, sans aucune âme. Et du coup, je pense que quand ton cerveau est un peu construit sur un modèle créatif, c'est difficile de se mettre dans un mood. Tu vas Oui, de te hyper froidement formater sur dire, ouais, c'est l'administratif, ça. ouais. Même Effectivement, sur ouais. sur le résumé de ton projet créatif, parce que dans le concret, quand tu mets en place un projet une demande de subvention, tu vas devoir détailler ton projet. Donc il faut que tu dises, je sais pas, King Doudou est un producteur exceptionnel qui a eu une influence sur. Tu sais, tu dois écrire. Enfin, tu deviens. Heureusement maintenant Oui, il y a oui. ChatGPT, mais Oui, bah, et c'est vrai qu'avec ChatGPT, je pense que maintenant c'est peut-être plus facile, mais quand même, je trouve que ouais. c'est un grand plus. Enfin, moi, par exemple, je me serais et pourtant, voilà, j'ai voilà des connaissances et tout. Je suis pas, tu vois, un Hmm. novice dans le business de la musique, mais jamais de la vie je me serais senti d'attaque pour remplir ces formulaires-là Hmm. et faire tous ces dossiers. Et du coup, c'est vrai que souvent, enfin notamment sur le... Parce que par contre, s'inscrire sur le site du CNM et voir toutes les aides qui sont disponibles, à quel moment de l'année, tout ça, c'est super facile. Mais moi, ce que je trouve un peu, comment dire, hypocrite, c'est que il y a beaucoup d'aides qui sont, si tu veux, à viser de l'artiste indépendant. Et alors, peut-être qu'on a une mauvaise définition dans nos têtes de ce qu'est un artiste indépendant. Mais du coup, toi, tu t'imagines que, ah bah oui, vas-y, moi, je fais ma musique, je la sors sur Spotify, j'ai 100 000 listeners daily, enfin, tu vois, monthly. Enfin, du coup, tu existes, en fait, tu vois, tu as des shows et tout, comme ça. Mais bon, tu es juste un one-man operation avec peut-être un manager, une manageuse, quelqu'un qui s'occupe de toi vite fait. Tu te dis, ah bah tiens, je pourrais plonger et faire les trucs. Mais si t'as pas ta structure déjà, si t'as pas connaissance en fait de gens qui eux sont experts en fait dans l'administration, parce que c'est un métier en fait ça, de gérer l'admin et de faire Ah, les hmm, demandes de sub. Eh ben, je hmm, trouve que tu as un déséquilibre total et au final, c'est de toute façon les plus gros, c'est les majors qui vont prendre le maximum d'argent de subvention, puisque c'est elles qui ont les gros projets qui du coup intéressent, parce qu'il y a ce côté-là où c'est certes de l'argent entre guillemets gratuit, mais en fin de compte, tu rends beaucoup de cet argent en charge salariale, tu vois. ouais, Enfin, c'est un ouais. peu donnant-donnant, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, si je peux me permettre de compléter, effectivement, l'aspect avoir une société est très important. Et de manière générale, en fait, les dynamiques de subvention, elles entrent dans une mécanique. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une industrie. C'est une forme de logique industrielle qui tourne et qui est faite pour fonctionner sans cesse. Donc en fait, effectivement, de prime abord, ton projet ne génère pas d'argent. Donc en fait, il faut une sorte de mécanique qui fait que tu vas mettre un investissement pour financer ton projet. C'est un peu ça la logique assez naturelle. Tu mets de l'argent pour financer ton projet. Pour que ton projet il soit un petit peu plus complet, des subventions peuvent venir contribuer à ce financement. Cette Mm. subvention, c'est de l'argent global qu'on a dans un pot commun des gens qui travaillent sur ces métiers. À ça, il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent exister, qui vont compléter ou qui vont rembourser ton application. Compléter, ça peut être des prêts, des crédits. Rembourser, ça peut être du crédit d'impôt, ce genre de choses.
Et la mécanique, elle est un peu dans ce sens-là. En gros, tu avances de l'argent, tu combles avec les subventions, le crédit d'impôt, et après, tu as les moyens de réenclencher la machine. Mhm. Et après, ça ne s'arrête jamais. Et en Effectivement, ouais, fait, c'est un engrenage, ouais. bah, on le voit comme un cercle vicieux ou un cercle vertueux en fonction de Ah oui, d'où oui, on oui. se situe. Mais et effectivement, du coup, si tu veux entrer dans cet engrenage, il faut que ta pièce elle soit ronde, quoi. Et donc, pour Mhm. que la pièce elle soit de la bonne forme, il faut que tu montres que tu respectes les règles. Par exemple, les règles dans ce cadre-là, d'abord, c'est d'être une entreprise. Moi, à titre personnel, vivant en France, je trouve ça fou déjà que quand les gens naissent, ils ne naissent pas automatiquement avec une entreprise liée à eux. Parce que la réalité, c'est que ce pays est fait pour favoriser les entreprises. Et dans les logiques de financement et d'aide globale, de toute façon, les entreprises sont extrêmement bien loties, puisqu'elles génèrent du profit, elles sont mieux loties que les citoyens. Donc, enfin, en tout cas, c'est ma vision. Donc, Non, mais c'est la je pense qu'on vérité. devrait tous naître avec des numéros SIRET, parce que ça irait beaucoup plus vite sur nos manières de fonctionner dans la société. Mais en tout cas, voilà, avoir une société, ça te permet d'être dans le système, pour des raisons qui paraissent assez évidentes. Hein, enfin, je veux pas vous ennuyer avec des logiques économiques, parce que depuis, je suis devenu un expert de l'économie. Donc, notre pays fonctionne sur la base de, de taxation assez classique. La TVA pèse beaucoup dans le budget qu'on apporte à l'État. Et également les impôts sur le revenu, naturellement, donc les impôts qu'on va payer en citoyen, et les impôts sur les sociétés. Donc, plus il y a de sociétés et plus elles peuvent contribuer, mieux c'est. Euh, À ce titre, sont encouragées les créations d'entreprises, puisque les taxations qui vont venir avec vont contribuer au financement de la nation. En échange de ce poids qui est extrêmement difficile de porter une société, divers financements et diverses aides peuvent être possibles. En gros, je pense souvent à la logique d'aide, c'est effectivement ce que tu décris. C'est une sorte de carotte, puisque déjà, comme ça va te mettre à terre de faire n'importe quelle activité, puisque tu payes une contribution folle euh, à l'État, pas typiquement chez nous, puisque la France, c'est vraiment c'est le pays qui a le taux de taxation le plus élevé, puisqu'on est à 48%. En face, il faut qu'il y ait des sortes de soulagement, parce que sinon, on deviendrait fou. Donc, pour en revenir sur les métiers de la culture, on a euh, des systèmes d'aide, par exemple auprès du CNM pour entrer dans le détail. Si je veux une aide pour mon album, eh ben, je vais faire une demande où je dis, dans mon album, je paye des cachets pour les gens. Payer un cachet, c'est 2 fois plus cher que payer quelqu'un sur facture. Parce que tu vas Mhm. payer les charges sociales qui vont avec. Mais en gros, si tu acceptes de payer les charges sociales, on va plus facilement t'attribuer une aide puisque tu contribues au système. Et donc en face, cette subvention que tu vas demander, elle va te permettre de mener ton projet et éventuellement de voilà d'avoir les moyens de couvrir cette charge sociale dont tu dois t'acquitter. Donc au final, quand même le truc, le système, il est pas mal foutu pour, Oui, non, au final, c'est quand même pour assez bien l'État. foutu. Oui, Enfin, mais même pour toi, puisqu'au final, bon, au lieu de payer une facture, tu es remboursé quasiment à 100% de ce que, même si tu rends la moitié de ce qu'on te donne en charge. c'est Mais ça. c'est vrai que du coup, ça va nous amener vers le deuxième volet. Tu as dit des cachets. Donc, en fait, les cachets, c'est des cachets d'intermittents qu'on appelle. C'est un peu ce régime spécifique qu'ont les artistes, mais aussi les techniciens du spectacle en France. Et qui est aussi qui est un peu, comment dire, enfin c'est marrant, tu vois, parce que on met tout, ça revient un peu chaque 4 5 ans, tu vois. Moi, j'ai été intermittent et je trouve que c'est assez simple. En fait, c'est juste un système de chômage, quoi, qui est à peu près le même que pour les salariés classiques, sauf qu'il est dédié à certaines professions du spectacle, quoi. Et pourtant, il y a Mhm. toujours, c'est comme si les intermittents sont des profiteurs, les intermittents ne font rien de leur vie, et ils sont là, ils touchent de l'argent. Alors que moi, ça me paraît un truc vraiment basique, quoi. Tu travailles, tu cotises, et puis ensuite, bah voilà, quand tu travailles pas, on te donne ton argent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, permet à beaucoup de gens d'avoir leur activité artistique et de vivre. Alors certes, tu vois, tu vis pas forcément comme un pacha, quoi, mais ça te permet de continuer à travailler ta musique ou
plein de trucs différents, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai l'impression qui est un peu franco-français. L'intermittence, tout le temps, on dit, ah ouais, dans les autres pays, ils n'ont pas ça, etc. Ça vient quand l'intermittence, en fait, en France? C'est qui a inventé ça? L'intermittence, ah, c'est une bonne question. Normalement, je devrais être spécialiste, mais j'ai donné un cours sur ça il n'y a pas hyper longtemps. Je crois que Ah ouais. c'est dans les années 80 que ça a été mis en place. Ok. Juste pour un point qui est Non, en super plus, important de noter, c'est que, parce ouais. que j'imagine ceux qui nous écoutent là, qui vont se dire putain, c'est chiant, ça parle de machin, de chiffres, de... En fait, pourquoi cette discussion est intéressante, c'est parce qu'on peut établir en fait l'artiste en France sur 3 points. Il y a ceux qui sont super structurés, donc ceux que vous allez voir qui tournent, qui font des concerts, qui sortent des albums, qui sortent des clips. Ceux que vous allez regarder en pensant qu'ils sont sur des majors, alors que comme on l'a dit précédemment, non, en fait, ils sont indépendants. C'est juste qu'on a une mauvaise définition de ce que c'est être indépendant. On peut aussi voir ceux qui sont, allez, on va les mettre au milieu, les intermittents. Donc ça veut dire ceux qui cotisent et qui s'arrangent pour faire des cachets et pouvoir vivre de leur art ou survivre de leur art. C'est une autre question, ça. Et en bout de ligne, il y a ceux qui nous écoutent peut-être, qui sortent des EP, qui font de la musique actuelle, house, techno, peu importe, afro, qui sont DJ, qui sont pas du tout structurés, qui n'ont pas de société, qui ne sont pas intermittents, mais qui pensent que par la musique, ils vont réussir à faire quelque chose. Et en fait, c'est là où, si tu fais juste ça, tu es juste un créateur de contenu. Tu crées de la musique, tu crées un contenu musical, tu crées du contenu en tout genre, mais si tu n'appartiens pas aux deux structures qui sont, on va dire, les grandes familles intermittences, ou si tu organises en société, ça va être très dur de survivre dans ce milieu. Et c'est pour ça qu'on peut parler aussi d'une dépendance par rapport à ce qui est subvention ou aide. Et c'est là où on rejoint l'intermittence. C'est aussi en ça que cette discussion est intéressante pour mieux comprendre qu'il faut démystifier tout ce qui est autour de l'artiste. Si t'es pas structuré, si tu profites pas du système mis en place, comme tu disais au départ, Julien, personne te force à faire de la musique ou de l'art. Donc, bah, Ouais. malheureusement, tu seras juste à te plaindre sur les réseaux que ça marche pas, mais il y a une raison à tout ça. J'ajoute une précision parce que j'allais totalement me décrédibiliser en donnant une fake news. C'est les années 30, la création du régime Ouais, d'intermittence. c'est C'est juste que je super vieux pense en toujours fait. aux années 80 parce que c'est quand même beaucoup sous Jack Lang, ministre de la Culture, que beaucoup de choses ont évolué. Et en fait, sous chaque mandature, la création de ce régime doit évoluer, doit s'adapter. Par exemple, de base, c'est un régime qui est plutôt pensé pour les techniciens, au sein duquel Ouais. les artistes ont plutôt été intégrés à partir du début des années 70. Ouais, Ça aussi, c'est un mythe qu'on a de penser que c'est avant tout pour les artistes, alors qu'à la base, c'est pour les techniciens. Bah, de toute façon, c'est un système qui n'a pas été pensé par des gens qui créent. Donc, c'est un régime qui est censé effectivement répondre à cette idée de ce que c'est un travail. Je pense que c'est plus facile à matérialiser un travail technique où tu dois être présent physiquement, ce qui est le cas pour les techniciens, qu'un travail artistique où effectivement on peut pas savoir si tu es vraiment en train de bosser ou pas quand tu es Ouais. derrière ton Ableton ou ton FL Studio. Ça se trouve, tu travailles pas, tu vois. Donc, Et d'où ce système de cachet, en fait, pour pouvoir te payer en fonction d'une activité que tu vas faire ou que tu vas enregistrer comme du studio ou peut-être qu'en tant que producteur, tu as sûrement eu l'expérience, Hugo, quand tu fais des sessions studio ou sinon c'est quand tu es DJ ou tu joues. Tu as tous ces systèmes-là qui est mis en place aussi pour pouvoir Oui, voilà, ouais. Mais c'est vivre. vrai que du coup, en fait, tu es. Alors, ouais, quand tu es en studio, tu vas être payé un cachet de technicien, généralement. Alors que quand tu es en mode que tu joues, tu es payé un cachet d'artiste, qui fait 12 heures. Mais c'est vrai que, ouais, moi, j'étais rentré dans l'intermittence parce que c'était en mode ouais, t'es DJ, enfin, t'es artiste, tu fais des concerts, tu dois être intermittent, c'est comme ça. Et j'avais réalisé qu'en fait, ouais, en fait, tous les gens autour de moi qui étaient intermittents, en fait, tous étaient, ils sont plus en mode technicien, quoi, finalement. Et du coup, j'étais là, ah ouais, est-ce que ça correspond bien? Parce que quand tu es technicien, en vrai, tu peux être embauché, par exemple, pendant 6 mois sur un tournage, et du coup, tu vas faire tes heures, bah, toc, avec ce tournage, c'est bon, tu as déjà fait tes heures, t'en parles plus. Alors que je mhm. trouve qu'en tant que DJ, c'est un peu un stress, tu vois, parce que tu dois, en fait, le but du jeu, c'est tu dois faire un certain nombre d'heures. 500 à peu près, quoi. Chacun de tes cachets te fait 12 heures, mais tu as le droit de les séparer en plusieurs, tu vois, enfin de faire des magouilles et tout pour avoir plus d'heures au final. Mais si tu veux, chaque fois, chaque année, tu essayes on dit, ah, faut que je boucle mon intermittence. Tu vois, donc du coup, tu dis, ah, faut que je fasse des dates, ah, faut que je fasse des machins. Il te manque des dates, tu rachètes des cachets, tu vois, tu sors de l'argent pour t'en acheter. Ou alors, tu vas faire une date, je sais pas, tu vas faire un mariage ou un truc, enfin,
tout un tas de choses comme ça qui, je trouve, moi, en tout cas, pour mon cas personnel, étaient un peu trop stressantes, je trouvais. Sans compter du fait qu'en plus, bah, tes cachets, tu les divises par deux, puisque tu dois cotiser le reste de la moitié à la caisse d'intermittence. Donc oui, voilà. Moi, je trouve que c'est cool que ça existe, mais je trouve que c'est quand même, ouais, en tant qu'artiste, quelqu'un qui va jouer, je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui ce qui est cool, c'est que ça te permet Bah, d'avoir un revenu fixe quand tu ne joues pas, par mhm. exemple. Mais faut pas rêver non plus, quoi. C'est un revenu qui est un SMIC ou un tout petit peu plus que le SMIC, quoi. Ouais, surtout, c'est vrai que je pense dans la nature du truc, c'est assez antinomique avec ce que c'est être un artiste. C'est un régime qui est pensé justement pour que tu sois dans une dynamique de travail constante. Et la logique de travail dans les sociétés capitalistes, elle n'est pas intéressée par la qualité du travail. Il faut juste que tu bosses. Et donc, Mhm. effectivement, pour aller boucler ton intermittence, bah, s'il faut aller faire le DJ au mariage de je sais pas quoi ou une presta que t'as pas du tout envie de faire, mais qui te permet d'ajouter des pièces dans le puzzle, bah, tu vas le Oui, faire. voilà, tu Là où rajoutes quand des tu coins. es à... Voilà, exactement. Alors que quand tu es artiste, c'est pas du tout ça ta, ta mission. C'est pas du tout ça ta cogite, ouais. Et souvent, même au final, tu te retrouves, tu te dis, ah bah vas-y, tu sais, il y a un festival ou quoi, tu vas aller tirer quelques caisses, brancher quelques câbles et tout, et puis toc, ça va te faire tes 30 heures qui te manquaient, et boum, ça y est, à Mhm. toi. Et tu vois, et c'est un peu en mode, ouais, c'est bon, j'ai l'intermittence. Mais Mm. comme si c'était un truc de ouf, tu vois, qu'on allait t'offrir une voiture. Non, c'est juste que, bon, bah ok, tu as le droit de recommencer à jouer l'année prochaine, tu vois. C'est. Exactement. Et ça crée Comme un un piège aussi, junkie. C'est ça que tu d'une veux certaine dire. façon. Parce que Oui. tu es comme, dépendant comme un de joker ton devient. statut, ouais, c'est ça. Dépendant C'est, de. Ouais. Moi, c'est Ouais, ça qui, c'est vrai que ça a tendance à me mettre mal à l'aise avec le. Enfin, je trouve que c'est un super régime. On a effectivement la chance de l'avoir en France, mais cette dynamique effectivement un petit peu de junkie, je trouve qu'elle fait que dans beaucoup de cas de figure de ce que j'ai vu, moi, j'ai jamais été intermittent, mais dans beaucoup de cas de figure, je vois des gens qui à un moment donné, ont besoin du régime et vont faire tout ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Et du coup, c'est au détriment de ce que tu voulais faire de base comme métier, soit voilà, créer, divertir. Au final, juste t'es dans une dynamique, t'as un taf, quoi. Mais quand c'est un taf, les métiers créatifs, je suis pas sûr que ce soit ouf, quoi. Enfin, autant avoir un vrai taf parce que effectivement sur les rémunérations que tu vas avoir en étant juste euh, intermittent, c'est pas forcément oui, et sachant que très si intéressant. quand tu touches les rémunérations, c'est parce que tu ne travailles pas, mais donc tu as cette épée de Ouais, Damoclès au-dessus qui te dit attention, gros, c'est tu ne ça. travailles pas, du coup, tu l'auras pas l'année prochaine. Enfin, tu vois, du coup, C'est c'est en ça. mode quand est-ce que tu profites de ton argent de l'intermittence? Tu vois, limite, au moins quand tu as un Mm, taf normal, réglo, quand tu te mets au chômage, tu es au chômage. Tu vois, tu sais, t'es là, tu ouais. sais que tu es tranquille. T'es pas là à te dire je suis au chômage, mais en même temps, attends, faut que je prenne des dates pour la prochaine. Ah oui, parce que là, attention, il va manquer une centaine d'heures, etc. Mais après, il y a des C'est. Mm, personnes pour qui ça peut être favorable. Par exemple, tu prends l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée qui fait de l'acting, fait du théâtre, ce genre de choses. Le fait de pouvoir avoir son intermittence pour pouvoir profiter juste de faire ce qui lui plaît, la personne est à l'aise dans sa condition. Après, c'est vrai que nous, je pense que dans le monde de la musique, il y a ce fossé déjà entre les personnes qui veulent commencer à se renseigner sur tout ce qui va être ce système très procédurier de comment l'obtenir, etc. Ensuite, tu as les personnes qui font ce pas-là, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a aussi une sorte de trappe, une sorte de piège, où tu as des personnes qui, comme on disait, en fait, ça devient un métier en soi. C'est-à-dire, ouais, je trouve l'intermittence, je vais faire des gigs par-ci, par-là. Là où ça devrait être une aide à la création, ça devient un frein aussi, parfois, je trouve, à la créativité. En tout cas, ça a été mon point de vue pendant longtemps, surtout quand je vivais au Canada et ouais. que je parlais avec des DJ en France ou des DJ producteurs, et je me disais, mais les gars, vous êtes payés, vous n'avez pas à eux seuls à trouver des petits boulots, etc. Et vous faites pas grand-chose. Donc il y a un côté aussi où ça crée... il y a un côté vicieux, je trouve. C'est à la fois génial et à la fois il y a un côté super fourbe à Ouais, ça. ouais. Bah, de toute façon, moi, de manière générale, enfin, mon avis personnel, c'est que cette logique de régime, elle est extrêmement datée. Je pense pas qu'il faudrait le faire disparaître, mais je suis assez persuadé qu'il faudrait que ce soit clairement mis à jour. Je pense à peu près la même chose, hein, des dynamiques de subvention, mais à une époque, par exemple, où l'intelligence artificielle, c'est aussi présent dans nos vies, toutes les dynamiques administratives et formelles, elles sont extrêmement caduques. Et effectivement, elles vont à l'encontre de la vitesse à laquelle on peut aller. Notamment, je pense, quand on crée aujourd'hui, les choses peuvent aller à une vitesse qui est folle. Et tout le processus administratif qui accompagne, il est en incohérence totale. Tu vois, par exemple,
sans être intermittent ou sans être structuré, si je veux, là, je finis ma conversation, je fais un morceau qui pète sur TikTok. Parce que la réalité du monde peut me permettre ça. Je peux aussi faire un morceau Mhm. et trois personnes vont l'écouter, bien entendu, c'est plutôt ça qui risque de se passer. C'est plus Et probable. l'autre scénario, bah, merci de douter de mes capacités. En tout cas, le scénario existe et il n'est pas du tout adapté à la vitesse administrative. Et en même temps, je pense que globalement, on est assez flemmard. Je dis on, communauté des artistes et des créateurs sur la musique. On est assez flemmard pour mettre la main dans le cambouis un petit peu euh, administratif et nous-mêmes nous impliquer pour faire changer les choses. Euh, Et puis tu as aussi ce truc-là de, au final, ça rejoint une logique aussi capitalistique, c'est-à-dire que si tu es structuré ou intermittent, on te remercie de participer au système, mais pour ça, il faut participer au système. Et c'est pour ça que je ouais, pense que beaucoup d'artistes refusent, par idéologie certainement, de rentrer dans ce jeu-là, déjà se structurer, parce que là, on rentre dans, oh, c'est un business, moi je fais ça pour l'art, ça m'intéresse pas, alors que tu veux quand même pouvoir manger grâce à ce que tu fais. Donc à un moment, c'est comprendre que tu appartiens aussi à une logique de marché. Et après, tu as aussi ces artistes qui voudraient peut-être être intermittents, mais le fait de pas forcément avoir assez de dates ou de devoir faire, je sais pas, une animation à la foire de la saucisse, ça les branche pas trop. Donc forcément, ils vont rester dans ce côté indépendant. Tu vois, c'est pour ça, c'est vraiment ce mythe de l'indépendant. Je suis indépendant, je fais tout par moi-même, alors que l'indépendant en France, comme tu l'expliquais au début, existe parce qu'il y a des liens entre subventions, entre intermittences, et en fait, tu appartiens à un écosystème qui est économique. Tu peux pas le faire si tu rentres pas dedans, en fait. C'est ce qu'on comprend, en tout cas, de ce que tu nous expliques par rapport à comment fonctionnent les subventions, l'intermittence, et même toi, ouais. Doudou, par rapport à ton expérience en tant que producteur, c'est que si tu restes en dehors des clous, ça va être très compliqué de pouvoir faire quelque chose. Oui, bah, oui, enfin, ou du moins de grossir, de Ouais. grandir, quoi, on va dire. Mais bon, après, tu peux très bien, enfin, si tu es toi tout seul, je pense que tu peux très bien t'en sortir à faire tes petits trucs tout seul et sans. Mhm. Enfin, c'est des questions d'ambition Bien et de trucs sûr. comme ça. Et après, les gens te répètent toujours cette histoire du cercle vertueux, tu vois. Tu commences à être dans le truc, à être dans le game de la subvention, donc tu vois, après, tu vas pouvoir en redemander Ouais. d'autres, etc., etc. Enfin, tu as cette logique un peu, ouais, complètement capitaliste de toujours plus, tu vois, et en faisant ça, bah oui, tu participes au système et du coup, tout le monde est content et ils ouvrent leur Mhm. poche, boum. Mais il y a Bref. aussi ce rapport à l'argent, justement, parce que au final, ayant démarré Jamie Silk au Canada, système nord-américain où j'ai beaucoup appris du système libéral, capitaliste, où voilà, je touche pas de subventions, je fais tout en indé, etc. Enfin, dans ma définition de l'indé, tu te débrouilles en fait, tu fais tes trucs, il n'y a pas de problème à monétiser ton travail, à faire du merch, à vendre ta musique, tout ce genre de choses. On sait qu'en France, il y a un côté un peu plus tabou sur le fait, déjà sur l'argent, et en plus l'argent dans l'art. Et cette culture du hustle, justement, comme on disait précédemment, c'est quelque chose qui, moi, m'a surpris quand je parlais à des gens qui touchaient le chômage ou qui étaient intermittents et ça faisait 3 ans qu'ils touchaient le chômage et que je me disais mais ils font rien du tout, ils cherchent pas à pousser le truc. C'est, je sais pas à quoi c'est dû ce côté tabou en France par rapport à cette notion-là, mais c'est aussi assez ironique puisque c'est ce qui fait qu'on a des artistes chômeurs d'une certaine façon. Parce qu'on, c'est comme si on rentre dans le système mais on veut pas trop y rentrer. Tu vois? Donc j'y rentre un peu, mais faut pas que je fasse trop d'argent et je veux quand même avoir cultivé cette image romantique de je suis un artiste. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Tout à Ouais, fait. Je te laisse continuer cette pensée, Julien, si tu vois tout à fait ce que je veux dire. Non, mais pour évoquer juste un truc de rapport à l'argent, je pense juste globalement, on est assez nul. Je sais pas si c'est spécifiquement français, mais on est assez nul avec les chiffres et la logique économique. Mhm. Du coup, je pense qu'on va être mal à l'aise quand il faut donner notre salaire sur des trucs ou notre montant sur des trucs. Et c'est juste parce qu'on ne comprend pas. Je pense que c'est beaucoup lié au fort taux de taxation qui est censé être positif dans notre pays, puisqu'on paye beaucoup de charges, puisque ça va contribuer pour la retraite, pour l'assurance maladie, machin. Mais comme c'est très illisible, on a du mal à Mhm. comprendre, du coup, on a du mal à assumer, on a du mal à négocier. Je, je pense au global, le système économique est pas très lisible ici et ça se répercute hein, sur les enjeux de la musique. Effectivement, normalement, le système il est fait pour que tu suives bien les règles, puisqu'il y a suffisamment de structures qui sont là
t'accompagner économiquement, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. En plus, c'est ton argent, tu vois. La SACEM, la DAMI, machin, collecte des droits pour toi. Donc c'est contre-productif pour toi si tu vas pas aller solliciter ces dispositifs. Mais juste, ça a l'air tellement compliqué, illisible. Je pense qu'on n'est pas formé à des trucs économiques assez basiques, hein. Par exemple, quand tu montes n'importe quel projet, là je parle en entrepreneur, mais quand tu montes n'importe quel projet, tu fais un business plan, par exemple, ou un budget prévisionnel. Mm. C'est pareil que quand j'ai découvert les subventions, tout ça. Moi, je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Et même dans l'existence, tu vois, je pense dans ta vie, tu vas mieux si tu arrives à un petit peu mieux budgétiser et anticiper les choses. Comme j'ai pas grandi dans ça, j'ai mis du temps à comprendre des bases de logique Ouais. économique de comment ça fonctionne. Et je pense que par exemple, dans le cadre d'une entreprise, quand tu es dans ces dynamiques-là, quand tu as des projets ambitieux, tu réalises assez vite que tu vas pas pouvoir les financer tout seul, puisque c'est la base de la logique capitaliste. Mm. Tu ne t'enrichis pas en dépensant ton argent. Tu ne t'enrichis qu'en dépensant l'argent des autres. Donc, où est l'argent des autres? Dans des subventions, dans des aides, dans des dettes, dans des crédits, dans des prêts, dans des dons. Tout ce qui n'est pas ton argent à toi. Ça, tu peux le réaliser, je pense, quand, un, t'as un business plan, et deux, tu comprends un peu l'écosystème dans lequel tu t'inscris, qui est pas du tout l'écosystème de la débrouillardise. Moi, je suis plus en mode, j'ai un projet, je vais le financer moi-même, Mm. je vais rien demander à personne. Mais c'est pour ça que je suis pauvre. Oui, Oui, voilà. puis il y a Enfin, la... je pense qu'il y a une histoire de culture financière et tout, que je pense autant les trois, nous, on n'y connaît pas grand-chose, tu vois. Mais c'est vrai que tu te fais bolosser quand tu es comme ça. Alors que, Mm. effectivement, toutes les méga entreprises touchent un maximum d'aide, en fait, que ce soit à droite, à gauche, quel que soit le domaine dans lequel elles sont en activité. C'est de base, bon, bah, effectivement, tu vois, il y a des investisseurs qui peuvent investir pour avoir un retour, etc. Mais surtout, les États, et notamment l'État français, investit à mort sous forme d'aide. Et je pense que de la musique, c'est pareil, finalement. À partir du moment où, bah ouais, tu peux te dire, ouais, en fait, mon activité musicale, c'est une entreprise, tu vas avoir les aides qui vont avec. Et au final, ouais, je pense que je sais pas, je vois ce côté-là que c'est vrai qu'en France, on a un rapport à l'argent qui est différent, par exemple, de celui qu'on peut avoir dans la culture anglo-saxonne. Mais en soit, les gens qui font de l'argent en France, je pense qu'ils n'ont pas de problème forcément à en parler. Ou alors c'est peut-être justement parce qu'ils savent que beaucoup de leur argent, finalement, vient d'aide et de choses qui constituent, en fait, tu vois. Euh, mais je C'est une pense que question ça, d'éducation, en fait, dans ce que je tu pense dis. que c'est C'est-à-dire vraiment que... une question d'éducation aussi, Voilà, ouais. c'est ça. Je pense que quand tu Parce que là, il y nais avait dans toute un la mode... milieu, si tu nais dans un milieu riche, tu vois, de gens qui ont de Ouais. l'argent, en fait, on va t'expliquer déjà de base, ouais, bah, parce que pour faire de l'argent, ou même tu vas voir tes darons qui sont là, qui vont à des... Bref, tu vas entendre parler de trucs, si tu veux, que quand tu es dans un milieu où tu n'es pas éduqué financièrement, en fait, bah, tu es un peu paumé, tu vas faire comme tout le monde, tu Mhm. vas dire, ah bon, bah ok, vas-y, en fait, bah, il y a ce truc-là qui me donne de l'argent. Bon, bah ouais, ok, en fait, je vais travailler pour avoir mon argent comme tout le monde, tu vois, plutôt que d'en demander à des gens ou à l'État, en fait. Bah, tu vas être là, tu vas te dire, bah, bah, je suis moi, c'est moi contre le reste du monde, et puis je vais y aller, quoi. C'est ça. Puis ça crée aussi, c'est pour ça que le fait de démystifier certains narratifs, comme le fait de croire que oh, un artiste, c'est le côté romantique, l'artiste est pauvre, t'inquiète, on va faire de l'argent par nous-mêmes, ce genre de choses. Et que c'était surtout l'année dernière, on a vu passer un peu cette tendance de parler de Nepo Baby dans le monde de l'art, alors qu'en fait, si tu regardes il y a 30, 40 ans, des acteurs qui étaient déjà, qui faisaient partie de familles de producteurs, ou pareil dans la musique, en vrai, on a le plus grand groupe français de musique électronique qui, au final, notamment un des membres, son père était déjà dans la musique. C'est que tu as besoin de comprendre le système en place pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que un peu ce mythe de l'artiste indépendant, ça rejoint la question de se demander est-ce qu'un artiste indépendant peut vivre ou survivre sans subvention au final. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Julien, soit tu fais un truc sur TikTok qui cartonne, ou par exemple moi je suis dans mon truc où j'avance, ok, je vends mes tracks, je me promeux comme je peux, etc. Mais la réalité, c'est que dans un contexte français, c'est que tu vas vite être limité par rapport à énormément de choses. Parce que même ce truc où quand tu es DJ et tu veux être booké, tu peux pas juste arriver en disant salut, moi je suis auto-entrepreneur, bookez-moi. Il y a beaucoup justement de promoteurs qui vont vouloir te faire te régler de façon à pouvoir passer leurs subventions. Et pour ça, il faut que tu aies un statut d'intermittent, etc. Donc en fait, est-ce qu'un artiste indépendant en France peut survivre sans subvention?
C'est la grande Ouais, question. ouais, je pense que tu peux survivre sans subvention, c'est juste une question de la durée de ta pratique. Tu vas durer un petit peu plus longtemps si tu respectes le système et si tu as les moyens justement d'accompagner tes ambitions. Par exemple, si tu es un artiste indépendant et que tu as un succès, bah, c'est génial et tu peux aller faire tes tournées, effectivement. Mm. Après, si tu as envie de continuer à établir ta stratégie, par exemple, si tu as, des morceaux qui ont marché, qui traversent le temps, c'est mieux si, par exemple, quelqu'un s'occupe de tes éditions, parce que toi, tu vas pas le faire Ouais. par toi-même, qu'il vaut mieux que quelqu'un gère sur la partie édition. Ce quelqu'un, il faut le payer. Euh, Tu vas pas forcément avoir ou les moyens ou l'envie de dépenser ton argent pour ça. Donc bon, s'il y a des dispositifs qui te permettent de t'aider, bah tant mieux. Et puis ces dispositifs-là, du coup, ils font que ton action, ton activité, ça reste dans le temps. C'est moins éreintant que effectivement toi tout seul avec ton succès et ta micro-entreprise Mm. euh, qui peut avoir des difficultés à demeurer. Donc, je pense il y a vraiment tout un tas de modèles aujourd'hui et puis faut pas négliger ou les contributions des fans en direct ou également des investissements privés, de l'apport des marques qui font que enfin Et du financement. l'économie l'économie de la musique elle est diverse et elle est florissante. Je pense qu'il n'y a pas trop de Ah ouais, doute là-dessus. Enfin, ça va dépendre des économies, des styles, pardon, mais tu n'es pas d'accord avec moi? c'est une... Non, non, c'est une question que je me pose là quand tu parles. Est-ce que à ta connaissance, enfin, je me rappelle de la Red Bull Music Academy ou des trucs comme ça, mais des investisseurs privés ou des marques, par exemple, ah oui, peut-être par le biais de fondations, du coup, qui investissent dans l'art ou dans la musique au même... Ah bah oui. Ouais, ouais. Bah, ouais, toutes, pas nécessairement via des fondations, mais il y a vraiment tout un tas de canaux indirects qui font que, je sais pas, Nike, Spotify, toutes les grandes entreprises, elles trouvent des biais, je sais rien, Levi's va faire un projet, je sais pas quoi, en lien Ouais, avec ouais, la je vois. musique. Non, non, je vois bien en lien avec la C'est de la musique, tout contribution ça. indirecte, hein. Voilà, c'est de la contribution indirecte. Ils sont pas là direct en mode Lévis, ils vont se dire ah ouais, cet artiste Développer il un est trop artiste, quoi. chaud, Ouais. vas-y, je vais lui produire son album, tu vois. Ce Non, serait. J'imagine que non, non, non. du côté de l'artiste, à mon avis, ils seraient là en mode non. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas le truc que tu te Ouais, dirais ok de faire, tu vois. ouais. Mais ouais, c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas trop. Mais oui, c'est sûr que de manière indirecte, en tout cas, ils utilisent beaucoup l'espèce de coolitude que peuvent avoir certains artistes pour se dire ouais, nous on est cool. Enfin, moi je le vois surtout comme un échange d'images, quoi, avant tout, quand Ouais, des c'est ça. marques investissent dans des trucs. C'est ça. Moi, je sais qu'au début de ma réflexion sur les subventions et ce pourquoi j'ai voulu m'y intéresser particulièrement sur le rap, c'est que j'avais une petite. Je crois que je trouvais ça dommage de voir à quel point les investissements privés devenaient puissants. Par exemple, quand t'es un rappeur, c'est quand même une super fierté d'avoir ouais, une sponsor de telle marque ou j'en sais rien, de faire une pub avec McDonald's ou KFC, j'en sais rien. Ou même ne serait-ce que Red Bull, tu vois, genre, c'est stylé de faire un truc avec Red Bull. En tant que créateur, je me disais, ouais, c'est fou tout ce qu'on est en train de céder au secteur privé qui se rachète effectivement de l'image et de la coolitude sur des gens qui ont sincèrement envie de créer, de faire des choses cool. Red Bull, c'est un bon exemple. Moi-même, j'ai travaillé avec Red Bull sur des trucs. Je peux pas boire une gorgée de cette boisson abominable, mais force est de constater que le travail qu'ils ont fait sur le domaine culturel, il est pertinent, il est efficace. Ouais, et puis à l'époque avec la RBMA, là, c'était quand même. Enfin, moi je trouve que c'était vraiment. C'était du jamais vu, quoi. En fait, personne, que ce soit public ou privé, tu vois, proposait des contenus de telle qualité, tu vois, ramener des artistes du monde Bien entier sûr, avec d'autres artistes ultra pointus qui viennent donner des conférences. Enfin, moi, je connais plein de gens qui se sont rencontrés, en fait, par des ah sessions mais de bien sûr. RBMA et qui sont. Même, Et ça, c'est un très bon exemple parce que tu vois, quand tu analyses le système de l'extérieur, tu es un artiste. Tu as ce mythe de je vais cravacher et par le fait de travailler, je suis dans un système méritocratique et on va entendre parler de moi et ma musique va parler d'elle-même et je vais rencontrer un certain succès et vivre de mon art. Euh, Quand tu prends l'exemple de la Red Bull Music Academy, une année, je m'étais amusé à faire ça parce que c'est vrai que ça prenait beaucoup d'ampleur. Surtout quand j'étais au Canada, tu as quand même beaucoup d'artistes là-bas et c'était la période en plus où Ketranada qui ne l'a pas fait mais avait explosé et tu avais beaucoup je pense que c'était le pic de la Red Bull Music Academy. Et à un moment, je me suis posé et j'ai regardé les artistes qui existaient, qui étaient sortis de la Red Bull Music Academy sans que je le sache. Et la liste, elle est juste complètement folle. Et c'est à partir de là où déjà tu fais le lien, tu te dis tu ne peux pas exister dans ce milieu musical si tu n'as pas d'investisseurs. C'est ce qui rejoint le début de la conversation qu'on parlait de mécénat à une certaine époque, c'est que tu as absolument besoin d'argent, tu as
peut-être besoin de subventions, peu importe d'où ça vient en fait, mais tu as besoin qu'on mise sur ton travail parce que tout seul, tu peux pas t'en sortir. Par contre, ce qui est intéressant avec des exemples comme la Red Bull Music Academy, c'est que de se dire que t'es pas forcément, tu rentres pas dans une bulle de conformisme si tu es subventionné ou si tu as de l'argent de quelque part. Parce que ça, je pense que c'est une peur qu'ont beaucoup d'artistes de penser que ça y est, j'ai un investisseur ou je touche des subventions ou je vais devoir en fait changer ce que je fais. Alors que la RBMS, c'était un exemple parfait. Même si je pense que ce qui était recherché, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez atypique. Quand tu regardes les gens qui sont sortis de là-bas, ça montre qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre recevoir de l'argent et sortir une musique totalement Oui, mais banale, normée. après attention, Red Bull Music Academy, ça donnait pas d'argent, hein. Non, mais ça C'était donne une une c exposure c'est de dingue. Quand tu prends ça la Red oui, Bull ça te Music donnait une Academy, exposure de dingue, mais c'est comme tu le malade. dis, finalement, il y a plein de gens où tu dis: «Ah ouais, tiens, toi, tu as fait la Red Bull Music Academy, je savais pas». Oh, enfin, tu Parce vois que ce que je veux dire? parenthèse, c'est pas de l'argent direct, mais l'exposure que ça t'a donné, ce que toi, ça t'aurait demandé en termes d'investissement pour obtenir la même exposure, tu vois, c'est plus indirect à ce niveau-là. Ouais, ouais, mais par contre, ce que Red Bull récupère en termes de coolitude Ah oui, bah oui. maximum, c'est Non, non, incomparable. Tu vois ce que je veux dire? non, non, Et ouais. moi, je me rappelle, parce que je suis allé souvent au Red Bull Studio et tout, même à l'époque où ils avaient le Big Studio comme ça. Et c'est vrai que, ah, je me rappelle plus s'ils me l'avaient dit clairement. Parce que moi, j'étais là, je fais, ah, mais ça veut dire que je peux ramener qui je veux et tout. Genre, parce qu'ils ont, ouais, c'est un projet, hésite pas et tout, passe. Et du coup, il avait fait comprendre qu'en mode, ouais, ouais, ramène qui tu veux, mais faut que ce soit cool. Tu vois ce que je veux dire? Avec tout ce que cool peut bien vouloir dire, tu vois, c'est pas très. Ouais. Mais je comprenais très bien, tu vois. Il fallait pas que ce soit Mm. le truc bateau, tu vois, mainstream et tout. Il fallait que ce soit des gens qui sont là, qui ont une vraie proposition artistique et qui sont atypiques, en fait. Et du coup, je me suis dit, Mm. c'est là où j'ai dit, ah ouais, vous êtes pas bêtes, vous, tu vois, comme ça, tu sais, d'un coup, ça devient cool le Red Bull. Alors que bon, Mm. après, malheureusement pour le Red Bull, ça a le goût que ça a. Et tu vois ce que je veux dire? Je préfère boire un Bah, mocha avec 3 expressos hmm. si je suis fatigué, tu vois. Mais ouais. Bah, c'est vrai que sur les apports qu'il peut y avoir du public, je suis toujours assez intrigué parce qu'il y a certaines structures, certains festivals, tout ça, qui vont avoir beaucoup, beaucoup de moyens, parfois des moyens supérieurs à ce que le privé peut apporter, mais enfin, c'est pas cool. Tu vas pas mettre en avant, par exemple, toi, si tu sors un EP, tu mets pas le logo du CNM super en avant, C'est obligé ça même s'ils d'ailleurs t'ont ou donné de pas? l'argent. On n'est pas Ouais, obligé fais de le attention mettre. à toi. Si, C'est si, faut vrai? que tu mettes. Bah oui, bien sûr, ils t'ont Oh donné de l'argent, faut que non, tu. non, ils vont pas me donner la suite. Non, mais naturellement, il faut une sorte de. Mais eux Mais là-dessus, j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient un travail de com qui était vraiment pas fou parce que typiquement, pour ne citer que le Centre national de la musique, effectivement, ils soutiennent tout un tas d'initiatives, euh, déjà des projets euh, transversaux, pas forcément des albums, mais enfin, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il y a une asso dont le travail me touche beaucoup, dont j'espère rencontrer le fondateur en plus dans pas longtemps. C'est une association qui est basée à Angers, qui s'appelle Al-Kamanjati. Ça a été fondé par un violoncelliste de Ramallah, un Palestinien. Et c'est une association qui récolte des, euh, des dons pour accompagner de l'enseignement de la musique pour des enfants en Palestine. Et tu récupères également des instruments à leur donner pour qu'ils aient une pratique artistique et qu'ils n'oublient pas leur histoire. Donc le gars qui pilote ça, Ramzi Abouredouane, est basé à Angers. Et ça fait partie des associations qui sont financées par le CNM. Au milieu de ça, ils soutiennent aussi Live Nation et machin. En fait, les Ouais. actions en lien avec la musique vont être soutenues par cette maison de la musique. En fait, je sais que quand j'avais vu cet asso que je suis depuis des années dans les structures soutenues par le CNM, je me suis dit, waouh, c'est fou, vraiment, ils font pas une communication incroyable parce que normalement, parvenir à accompagner de tels projets, ça peut être des super arguments de vente auprès de certaines communautés. Par communauté, j'entends par exemple les associatifs qui ont de l'engagement sur de la musique. Bah, en fait, elles peuvent s'adresser au CNM et ça va être le cas sur l'ensemble des organismes de gestion collective, hein, qui ont des dispositifs d'aide euh, pour l'intérêt général, qui peuvent accompagner tout un tas de projets dans des cadres pénitentiaires, avec des enfants, pour de la formation, enfin des choses Mhm. Mais positives. ça, Et est-ce que c'est pas du malgré ça, fait c'est pas que cool. parce que comme on n'est pas dans une logique entrepreneuriale, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, tu vois. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est là,
qu'on fait couler, qu'on prend, on réinvestit constamment, puisque je demande de l'aide, je crée du capital, donc ça permettra d'avoir de l'aide et tout. Et c'est pour ça que ça va un peu à l'inverse de cette mentalité eux seuls à l'anglo-saxonne, même s'il y a des subventions, bien sûr, dans des pays anglo-saxons et dans d'autres pays que la France. Mais vu qu'on sait que dans tous les cas, j'ai l'argent qui rentre et je vais pouvoir faire un projet demain. Et de toute façon, c'est cette subvention que j'ai eue me permet de faire un projet qui va me permettre de redemander de faire un projet. Pourquoi je vais le promouvoir? Mon but, c'est pas du tout de générer du capital. Tu vois, je pense que il y a ce rapport-là. Et ce rapport-là, est assez vicieux pour moi parce que comme ben, ce ne sont pas des projets qu'on va promouvoir, on n'entend pas forcément parler, c'est pas quelque chose que quelqu'un qui n'est pas éduqué, par exemple, comme moi, à la base, je suis pas du tout éduqué sur ces questions-là. Donc, je vais pas me chercher à me renseigner sur les subventions. Je vais me dire, je vais faire de l'argent par moi-même, je vais investir dans mes projets. Et comme tu le disais, c'est le meilleur moyen de rester pauvre. Et ça rejoint aussi la question de l'accès à la formation. Est-ce que selon toi, on a, un système de formation par rapport à ces subventions assez développé en France ou est-ce qu'il est un peu... Il y a une sorte de gatekeeping, parce que pour moi, il y a du gatekeeping par rapport à ceux qui reçoivent les subventions si on parle de la musique, genre demain j'ai un label, mais au final, tu sais, tu deviens décisionnaire un peu de l'avenir créateur, créatif que tu veux donner au pays. Enfin, je trouve que c'est un cercle super vicieux. Je pense Et qu'il n'y a pas de gatekeeping. à quel niveau? Il y a, je pense qu'il y a un système. Tu peux prendre le temps de le comprendre. Tu peux effectivement être formé, mais il y a un système qui est pas si compliqué que ça. Après, les règles du système et le langage du système, de facto, il crée une distinction entre ceux qui savent lire et ceux qui savent pas lire. Hmm. Et par lire, j'entends lire un dossier de Ouais, subvention. comprendre, etc. Ou même s'y Si, intéresser. Ouais. voilà, si tu sais pas comment ça marche, des trucs basiques, hein, ouais, juste un business plan. Ça, en plus, c'est vraiment central, parce que dans mes activités, moi, j'échange vraiment beaucoup avec des projets, y compris des très gros projets, où parfois, je vais être la personne qui va dire ça. Quel est ton business plan? Quand tu as Hmm. n'importe quelle activité économique, c'est la base. Avoir un business plan où tu as des entrées, des sorties, des Et là, profits tu as et utilisé des un terme. losses. Parce que tu m'as l'air assez aldérien dans ta psychologie, c'est-à-dire que tu es contre le déterminisme, je pense, déterminisme social, etc. Mais quand tu parles de quand tu as un projet économique, mais c'est là où pour moi la plupart des artistes, en fait, n'ont pas de projet économique. Ils ont des Exactement. projets artistiques Non, non, mais et ils arrivent c'est les et ça... êtres humains qui n'ont pas de projet économique. Ça va au-delà Oui, des artistes, hein. mais là on est dans un contexte de milieu artistique et ça crée un truc où demain tu es un artiste, t'arrives, on va te faire ouais, parce qu'en fait ça m'est arrivé. J'ai travaillé deux fois avec deux structures qui ont eu des subventions, une fois au Québec et ici sur un projet qui ne s'est pas fait. Ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que, par exemple, au Canada, quand ça s'est fait, il y avait quand même une direction artistique. Il y avait des gens qui connaissaient leur boulot, peut-être dû à la culture, j'en sais rien. Mais du coup, j'avais aussi une liberté en tant que producteur pour faire certaines choses, comme sur tous les labels avec qui j'ai travaillé. En France, euh, c'était pas la même mentalité. C'était vu d'une façon assez différente, cette façon de créer. Ce qui n'est, je pense, c'est pas le cas de tous les labels. Je pense que, par exemple, tu fais un truc avec King Doudou, il a sa propre vision, il a un côté pour moi qui est un peu plus international, mais du fait que tu arrives dans un contexte où toi tu es artiste, tu t'intéresses pas forcément à ces questions, donc bien sûr ça va être de ta faute, mais je trouve que ça crée un rapport de force qui peut être assez pervers, même si c'est Mhm. pas un rapport de force qui est établi, qui est frontal, tu vois. Bien C'est sûr. plus dû à un manque de recherche de chacun et je dirais pas un manque d'accès à la connaissance, que comme tu le dis, Je le savoir est là. pense que Mais, c'est à 50-50 à mes yeux. Il y a à ok. la fois des difficultés d'accès parce que les systèmes sont vieux, et des difficultés à avoir la curiosité de se taper le cheminement. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, moi, mon attitude, c'est plus de me dire que normalement, ça devrait nous motiver, nous, communauté de création, à se dire, les gars, c'est insupportable, il faut proposer un autre Hmm. système parce qu'on n'y comprend rien. Et visiblement, ça évolue pas dans le bon sens. Là, pour donner un exemple, là, après notre échange, il va falloir que je file un coup de main à une artiste que j'aime beaucoup, qui m'a sollicité. Ça me fait plaisir de pouvoir être utile, mais les problèmes que je dois régler, c'est des problèmes. Il y a 10 ans, quelqu'un aurait pu me parler du même problème, en fait. Parce que Hmm. la logique systémique, à tout niveau, de comment tu construis une société, quelle est la bonne société, comment est-ce que tu vas faire rentrer l'argent de la bonne façon, une fois que tu as du succès, comment est-ce que tu fais pour optimiser intelligemment? Toutes ces problématiques-là, elles sont pas nouvelles et elles tombent sur la tête de toutes les nouvelles personnes qui se lancent dans la musique et qui vont continuer à se lancer dans la musique. Et en fait, il y a un système qui est, je pense, pas trop stupide, mais effectivement qui est pas très bien explicité, qui ne favorise pas du coup
les personnes les moins outillées sur ces sujets-là, souvent les personnes les moins outillées elles vont être issues des mêmes tissus sociaux. Et donc, bon, on s'en sort jamais en fait. Et Mm. je sais pas si c'est un problème de formation, parce que je sais pas si je suis un grand partisan de. Je crois pas que toutes les solutions viennent de la formation et de l'éducation. Enfin, je pense pas que c'est une sorte de formule magique comme ça. Euh, J'allais dire un truc, mais ça fait extrêmement dictateur autoritaire. Je pense qu'il y a un truc Dis-le. il y a un truc de contrainte. Je pense qu'il y a un truc d'évolution qui doit être associé à une logique de contrainte qui doit s'établir. Euh, euh, il faut qu'on soit, euh, pour réduire le scope sur le secteur culturel, il faut globalement qu'on soit meilleur, vraiment. Parce que, franchement, vraiment globalement, on perd tous un argent qui est fou Ah oui, à ça c'est mal sûr. gérer nos projets, à mal gérer nos structures, moi inclus, hein. Je suis pas en train de Et me tu penses placer que au-dessus de ça la pourrait être mêlée, quoi la mais solution? Parce que tu as des gens, par exemple, j'avais vu ça, je suis revenu juste avant le Covid, et à un moment pendant le Covid, je voyais des trucs, il y a des gens sur Internet, enfin en France, qui proposaient je te fais ton dossier de subvention, et en échange, comme je dis n'importe quoi, tu vas prendre 10 000, moi je vais prendre 2 000 pour t'aider je vais prendre 2 000 pour t'aider à le ouais, faire, tu vois. Donc est-ce ouais. que la solution, c'est, bon, je comprends qu'on tous monnaie, mais est-ce que si on veut vraiment faire avancer les choses, faudrait pas qu'il y ait plus de développement de structures? Je sais même pas, bon, honnêtement, je sais même pas si ça existe, des Franchement, structures. j'en sais rien. Déjà, je pense enfin, c'est un modèle qui fait sens, hein, parce que c'est tellement chiant de monter des dossiers que. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je comprends moi, il n'y a pas de problème avec la logique capitalistique, tu vois. Non, Mais ce que je veux dire par contrainte, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais si c'était moi le président du Centre national de la musique, par exemple, moi je pense que euh, si- je pense que la contrainte, c'est qu'il faudrait que les gens soient pas autorisés à sortir des projets s'ils n'ont pas un certain seuil de professionnalisme qui ça, je correspond suis totalement d'accord. eh, aux règles de comment ça fonctionne. Pas pour contraindre les gens, Ouais, parce que si c'était comme ça, ouais, trois quarts des gens ne pourraient pas faire de la musique. Mais en fait, c'est juste que je comprends pas. On est dans un système où si tu ne respectes pas les règles, tu vas pas t'en ouais, sortir. Donc ouais, ouais. je trouve que c'est injuste de contraindre les gens à travailler et à produire pour les obliger à se retrouver au bout d'un an ou deux, par exemple, s'ils ont du succès, face à des problèmes de structuration, des problèmes de trop gros succès qui génèrent trop d'impôts et il faut réussir à naviguer dedans. Bon, c'est les problèmes de riches, mais de l'autre côté, tu peux avoir des rêves et être bercé dans une illusion qui Mhm. ne te mène nulle part et qui pourrait être un peu mieux endiguée si tu étais mieux structuré. Ce que j'essaie de dire, c'est que, étant donné qu'il faut respecter les règles, je trouve que si on t'a pas expliqué les règles, faut pas que tu viennes jouer en fait. Parce que sinon, c'est hyper injuste, c'est hyper euh, Délétère, même contraignant. pour l'artiste. Et en Ouais. parallèle, ma vraie conviction intime, c'est que les règles sont à chier et qu'il faut changer les règles et Mhm. proposer quelque chose d'autre qui va correspondre de manière un peu plus réaliste à nos manières de faire. En fait, faut qu'il y ait d'une manière ou d'une autre une adaptation qui se fasse. Moi, qui suis désormais plutôt identifié pour faire ce que tu décrivais avant, les gens passent leur vie à m'appeler pour faire des Mhm. dossiers de trucs. Moi, j'ai plus une dynamique où j'ai envie d'expliquer aux gens comment on va faire. Et si c'est pas moi qui fais le dossier, ça me retire une épine du pied. Je suis ravi. Je pense que collectivement, il faut qu'on sache mieux. Et aussi collectivement, il faut qu'on réalise que, à mes yeux en tout cas, ces dynamiques-là, elles sont pas fonctionnelles. En plus, là, on parle sur des échelles qui sont assez accessibles. Les dossiers de Mhm. financement en France, franchement, c'est pas des trucs. C'est un peu laborieux, mais c'est pas si compliqué à faire. Là, j'ai un dossier européen à remplir. C'est les pires dossiers possibles. C'est des trucs il y a 8 pages Excel à remplir, 70 pages à écrire. C'est un cauchemar. Pour en face, des gens, je suis même pas sûr vraiment qu'ils se cassent la tête à lire le truc dans le détail. En fait, c'est juste on s'est habitué à une sorte de lourdeur administrative qui est généralement contre-productive et pas forcément adaptée à des dynamiques euh, d'innovation, de création, de liberté. Euh, je pense même sur des pures échelles euh, d'économie et de dynamisme, qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être libérées sur les poids administratifs qu'on a. Pour donner un exemple un peu concret, hein, euh, qui a un- on est dans un pays où c'est dur de se plaindre parce qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont pensés pour faciliter les choses. Le principal étant, je pense, la logique de crédit d'impôt qui fonctionne dans tout un tas de domaines autres que la musique, hein. C'est quelque chose qui est plutôt pensé pour la recherche, mais en gros, vous pouvez faire déduire de vos impôts, dès lors que vous êtes une structure, des frais qui vont correspondre à de la recherche, de l'innovation ou de l'investissement. C'est le cas pour la création également.
Si King Doudou il sort un album, il fait une demande de crédit d'impôt, il y a une part de ces impôts qui va pouvoir déduire et qui vont être ce qu'il va considérer être de, de l'investissement. Parce qu'en Mhm. fait, il fait une contribution à l'exception culturelle française. C'est quand même un Mais système assez génial. faut bien y Ah oui, penser à. Enfin, tu vois, t'as des deadlines, t'as des trucs et tout. C'est. tout à fait. Mais c'est pour ça Mais que je trouve ça assez ce antinomique en système, fait, de vouloir en que tout cas, ce l'artiste. système existe. Ce système existe et il faut bien l'incorporer dans une dynamique de logique business. Mais pour obtenir un crédit d'impôt, par exemple, donc je parlais de King Doudou qui sort un album. Tu vas, avec ta société de production, faire une demande de crédit d'impôt pour la production phonographique. Mais tu es également producteur de spectacle, disons. Tu vas faire la tournée, le King Doudou Tour. Tu veux le produire toi-même. Let's go! Tu, tu peux pas faire le crédit d'impôt sur la même société, parce que le crédit d'impôt, il va correspondre à un code d'identifiant, un code APE spécifique. Et la production phonographique, ce n'est pas le même code APE que la production de spectacle. Donc il te faut une autre société pour aller demander ton Mhm. crédit d'impôt. Et ensuite, si tu veux produire ton clip, non, tu produis ton C'est un délire. documentaire autour de... Il te faut un autre code APE, donc une C'est un autre délire. société. Et donc pour faire tout un tas de crédits d'impôt, il faut que tu crées tout un tas de sociétés. Pour l'État, c'est génial, parce que tu payes de l'impôt sur les sociétés qui est absolument Ouais, c'est un fantastique. délire. Du coup, comme ça n'a aucun sens, des gens extrêmement intelligents, riches et cyniques ont créé des dynamiques plus cohérentes. Donc on a créé le système de la holding. Et donc tu crées une société dont la fonction est de manager tes sociétés. Tu as une société mère et elle va piloter ta société de prod phono, de production de spectacles, d'édition, machin. Et la taxation, enfin si tu fais les choses bien, ta logique de taxation elle va être plus intelligente si tu passes par la holding en faisant ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, qui est totalement légal, qui est extrêmement immoral, mais qui est totalement légal. Et donc tu passes par la holding, parce que sinon l'autre logique, tu payes des taxes à non plus dormir sur des euh, secteurs différents. Et donc, moi, je trouve qu'on est face à on marche sur la tête. En fait, on a créé des systèmes, et face à ces systèmes, on crée des contre-systèmes pour nous empêcher d'entrer dans le système, parce que le système est chiant. Juste un moment, il faut qu'on se dise, les gars, on a trop fait de nœuds. Ça n'a pas de Ouais. sens. Je pense le moment où tu crées une holding, normalement, c'est le moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, Mais c'est après, pas du tout. concrètement, dans les faits, moi, je kifferais trop avoir la King Doudou Corporation, tu vois, Giga Holding et compagnie. Mais est-ce La King que, Tower. genre, des labels indépendants, ils font. En fait, oui, en fait, parce que moi, c'est vrai qu'au moment quand je m'étais Ah, mais tout structuré, le tu monde vois, est sous holding, mon gars. tout le monde m'avait dit, attends, faut que tu fasses un truc différent pour la production, un truc différent pour l'édition. Mais en même temps, personne savait m'expliquer pourquoi. Là, maintenant, tu viens de m'expliquer pourquoi, j'ai mieux compris, tu vois. Mais je Bah, veux dire, quand t'es un gars solo, tu vas pas Non, aller c'est t'amuser ça. à faire 50 000 trucs, tu vois. En fait, bah c'est c'est juste ça, ça que et je veux dire, au-delà de c'est que ça, il y a un truc super vas-y. antinomique à ce que vouloir, genre, qu'un artiste, c'est pour ça que le côté, je comprends la notion, j'y réfléchis encore, je suis pas 100% sûr sur le déterminisme. Déterminisme social, j'y crois pas. Mais après, il y a certains trucs, la façon dont on est connecté au niveau de nos cerveaux, je pense que c'est parfois dur de pouvoir s'en sortir. Et justement, un artiste, c'est quelqu'un, généralement, tu sais, qui va être éclaté sur tout ce qui va être administratif et tout, ça va pas avec. Alors, tu vois, quand tu expliques ces choses aussi compliquées, là où je suis quand même assez optimiste, c'est que je pense que plus on avance dans le temps avec Internet, les gens qui s'intéressent de plus en plus au monde de l'art, peut-être pour les mauvaises raisons, mais maintenant il y a peut-être beaucoup plus de petites équipes où, on va prendre l'exemple du rap en 2010, on disait ça sert à rien de faire de la musique, il faut des gens pour faire des clips, il faut faire des gens pour faire plus de gens pour faire des clips, etc. Et on a vu beaucoup plus de jeunes se mettre à faire des clips. Peut-être que là, demain, en fait, il y a beaucoup plus de jeunes qui comprennent que, attendez, il y a des systèmes de subvention, il y a des systèmes de ce genre de choses, des gens qui sont pas des artistes mais des collectifs qui vont de plus en plus se monter. On aura de plus en plus un effet Ouais, communautaire où des gens vont vouloir s'entraider. Parce que c'est vrai, quand tu décris tout ça, on se dit, mais ouais, ouais. genre, j'ai J'ai 18 ans, envie je d'être t'écoute, là, je me dis, j'arrête tout, tu vois. j'ai envie d'être optimiste, mais pour l'instant, j'y crois pas. Après, oui, certainement, à un moment donné, des plus jeunes personnes seront en capacité de se construire et de se structurer. Mais je pense que l'enjeu, en fait, il est vraiment double. À la fois, il faut qu'on soit collectivement mieux structuré et il faut qu'on soit armé plus sur des enjeux de politique culturelle, en fait, pour faire évoluer ces systèmes. Parce que pour finir sur mon exemple des crédits d'impôt, effectivement, vous voyez bien via ma démonstration que c'est extrêmement fastidieux et ça n'a pas l'air très cohérent de monter des boîtes différentes pour, par exemple, juste être en harmonie avec les crédits d'impôt différents.
une solution, ce serait peut-être d'aller dans une dynamique de simplification, soit de créer une sorte de crédit d'impôt de création qui permet de faire quelque chose d'un peu plus global et transversal, parce que ça correspond plus à la réalité de nos métiers. Par exemple, Mm. comme il est en face de moi, je prends en exemple encore King Doudou, mais ce que tu vas faire, c'est de la musique, mais tu as besoin de faire de la communication visuelle. Et en même temps, t'aimes bien le faire de manière créative. Donc, en fait, tout l'ensemble de l'énergie que tu mets dans ton processus créatif, ça ne se divise pas dans des codes d'identification de société. Enfin, c'est pas du tout comme ça que tu as pensé le truc. On est dans Oui, une... On est encouragé de manière générale de toute façon à créer en 360, mais on est limité par des systèmes administratifs où en fait il faut que tu penses en cases. Il faut que tu sois ou un artiste-interprète, ou un producteur, ou un éditeur, ou un producteur de spectacle, ce qui et était la voilà. manière de penser dans les années 80, mais juste, ça n'existe pas aujourd'hui, ça. Oui, oui, et c'est comme ce qu'on peut voir dans le travail de studio, tu vois, où c'est vrai qu'auparavant, tout Bah ouais, était bien délimité, le compositeur, le producteur, l'ingé de mix, l'ingé de master. Aujourd'hui, les gens, ils font des sons, ils font tous ces métiers-là en un, quoi, tu vois. Du c'est coup, ça. c'est vrai que bah, ça n'a pas eu le temps de s'actualiser. Mais il y a un truc que tu as dit quand tu parlais des business plans, tu vois, et c'est vrai que moi, par exemple, en tant qu'artiste, tu viens me voir et tu me dis, et parce que moi, ça m'est déjà arrivé, mais il y a un bail, hein, tu vois, des gens qui arrivent et qui me disent, bon, concrètement, Hugo, c'est quoi ton business plan? Tu veux gagner combien cette année et tout. Tu sais, déjà qui veulent te signer dans l'édition et tout machin. Moi, je suis là, je fais, frère, t'es un ouf. Enfin, tu vois, je n'en ai rien à foutre. Tu vois, enfin, c'est pas. Ouais. Et je pense que la quasi-totalité. Bah, non, il y a des gens, peut-être, ils se disent. Enfin, quelle idée tu vas te dire? Ouais, je vais aller dans la musique, je vais faire du bif. Ça n'existe pas. Il y a pas Alors, Ouais. peut-être si tu fais Ça, je trouve ça ouf, certains tu vois. styles de rap, certains trucs et tout. Mais gros, quand tu fais de la musique, tu vas pas être. Enfin, je sais pas. Après, j'avoue que c'est romantique, tout ça. Mais je pense que Ouais. une énorme majorité des artistes, tu leur parles de c'est quoi ton business plan, mais ils ont les poils qui se hérissent et ils disent hey, ciao, ils te raccrochent au nez, tu vois. Et moi le premier, je pense. Même si, Mais bah c'est après, pire par pour la... ton français, hein, Doudou. Parce que ce Ah ouais, truc-là, c'est comme oui, on est le mais pays qui joue, je crois, le plus au loto, mais on déteste les riches, tu vois. Et ça, c'est un truc, moi, avec ma mentalité assez anglophone, au final, genre, mais je suis pas là pour manger des cailloux. Mais bien sûr que je veux que mon art me rapporte de bien l'argent. sûr, mais tu C'est vrai qu'il y veux, a ce tu vois truc-là, que... et c'est pour ça qu'il y a ce piège de ce système d'intermittence, tu vois, ou même maintenant ça change le RSA, tout ça, mais en fait, c'est vrai qu'on est assez bien structuré en France par rapport aux aides et que je pense que à la fois je suis d'accord sur le modèle où il faudrait un filtre, comme par exemple avant de mettre ta musique sur Spotify, il faut un filtre, ben, la même chose avant de t'engager dans une démarche artistique, si tu veux pas en souffrir, ben, que tu aies au moins les connaissances du système et comment faire pour avancer dans le système. Je suis d'accord qu'il faudrait des choses mises en place pour éviter que tout le monde puisse faire tout et n'importe quoi. Parce que en bout de ligne, c'est même à se demander si, je pense que c'est même factuel, il y a beaucoup de gens qu'on verra jamais ou qu'on n'entendra jamais parce qu'ils n'ont pas compris comment accéder à ce système mis en place pour pouvoir financer leur activité et que les seuls qui vont ou majoritairement pouvoir percer ou pouvoir être entendus, c'est ceux qui seront à l'aise avec ces idées de business plan ou qui seront bien entourés, etc. et qui ne seront pas dans un modèle romantique. Et c'est vrai que c'est un problème pour beaucoup d'artistes, je pense. Donc, ouais. Ouais, moi, pour en dire, qu'est-ce que... Moi, c'est vrai que toujours, je m'imagine que ce serait quand même pas mal si c'était plus facile les aides, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, tu demandes un truc, t'envoies deux, trois liens Spotify, il y a un gars qui regarde, ah oui, c'est vrai, tiens, cet artiste existe, il sort des trucs, ils disent, bon, bah ok, voilà 5 000 balles, mais maintenant tu dois sortir un EP, tu vois. Et je sais pas, tu vois, moi, c'est vrai que je trouverais que ce serait plus simple et plus cohérent, tu vois, avec la réalité d'aujourd'hui ou un petit, franchement, qu'est-ce que tu vas lui demander de monter une SAS? Enfin, tu sais, alors que le petit, il fait des millions de streams sur YouTube, enfin sur Spotify, ou même il est juste énorme sur TikTok. Tu vois, c'est un peu... Parce que Je du coup, suis d'ac- forcément, ça veut dire qu'il va y avoir des grands qui vont être là. Ah, vas-y, je te signe en production. Ah, vas-y, machin. Et tu rentres dans le truc classique, en fait, tu vois, de toujours, quoi, où l'artiste, eh bah, il est là, il fait sa musique, c'est lui qui a le succès, mais ouais, je sais pas. je capte, et je vais répondre à ça, et si ça vous va, je conclurai là-dessus, car je dois filer C'est parfait. à l'autre bout de la ville, mais moi je suis grave d'accord avec ça. En plus, c'est des échanges que j'ai eu la chance d'avoir au plus haut niveau que j'ai pu, voilà, par exemple avec la présidence et la direction générale du Centre national de la musique. Et ce que je constate, c'est que quand même globalement, par exemple sur les envies qu'on peut avoir de faire changer les choses, juste on n'est pas capable d'aller les exprimer au plus haut niveau, et donc on peut pas être en mesure de faire évoluer les choses. Je te donne un exemple, mais euh,
Il n'y a pas, par exemple, de dispositif si tu veux faire financer la production de tes vidéos TikTok, tu vois. Le CNC, ils ont une aide pour les créateurs, mais quand même, il faut que ce soit un tout petit peu cinéma ce que tu fais, tu vois. Alors qu'en vrai, on est encouragé à faire de la création de contenu constante, mais il n'y a pas vraiment de moyens qui sont adaptés à ça. Par contre, il y a des fonds énormes pour aller faire des clips, alors qu'aujourd'hui, personne ne regarde des clips. Enfin, je dis ça, je n'ai aucun Non, problème non, mais avec t'as mes amis raison, qui c'est en un gros réalisent, problème avec les clips, ouais. mais en fait, Ouais. ça, par exemple, ça ressemble à des choses qui peuvent évoluer. Moi, je peux aller voir l'équipe de direction de je sais pas quoi et leur dire, bah les gars, on est en retard sur ça. Un, on est en retard, et deux, effectivement, on pourrait avoir des dispositifs qui sont plus adaptés, plus facilités, et qui nous permettent juste de créer. Les gens, ils ont envie de créer, on a des moyens. À la fois dans la musique enregistrée, dans le spectacle vivant, il y a de plus en plus d'argent. Donc, on pourrait attribuer ces moyens de manière plus simple pour accompagner plus de projets. Mais en même temps, ceux qui font, qui créent et qui agissent maintenant, ils sont pas spécialement en connexion avec les pôles de décision. Donc les deux mondes ne se parlent pas trop. Et donc il y a pas énormément d'évolution concrète et au jour le jour qui peut se mettre en place. Ce qui est assez dommage, je pense, parce qu'on aurait les moyens d'avoir des systèmes euh, économiques facilitants et plus adapté au secteur culturel si les gens du secteur culturel, notamment les plus jeunes, notamment les musiques les plus marginalisées, ils étaient en mesure de se politiser un petit peu, de se syndicaliser un petit peu, d'entrer dans la conversation de politique culturelle. Moi, à échelle de citoyen, souvent j'ai cette mini crainte de me dire, tu m'étonnes qu'il n'y a rien qui change à échelle de société si on n'est même pas capable de se positionner sur des trucs culturels. Alors ça sert à rien ce que je dis depuis tout à l'heure, hein. Je vais changer la vie de personne, c'est juste qu'on veut des meilleures conditions pour créer parce qu'on mérite d'avoir des meilleures conditions, mais personne ne meurt s'il n'a pas sa subvention du CNM, tu vois. Et C'est donc si sûr. on n'est pas capable sur des combats aussi simples que ça, vraiment pas compliqué hein, d'aller dire euh, au président de je sais pas quoi du SNEP, ah je pense que ça va pas. Mais en fait, on est très très peu à exprimer des opinions et du coup comme on est tellement peu, je trouve que ça se ressent particulièrement en France, tellement personne n'ose rien dire, on n'a rien à dire, on est tous en fait en train de vivre le monde de la culture de Jack Lang depuis 1982 et c'est non-stop et c'est que lui qui a établi des cadres et des idées juridiques stratégiques et personne n'est en mesure d'aller proposer de nouvelles idées. Moi, en tant que professionnel, ça m'insupporte de devoir me vivre dans les années 80. Je comprends pas. En fait, il y a d'autres cadres légaux et professionnels qui peuvent être mis en place. C'est bon. Ça Oui, suffit. oui. Après, Même c'est ne serait-ce bien. que ce que je vous ai dit dès le début, par exemple, voilà, il y a la SACEM, la DAMI, machin. Il y a 15 000 organismes de gestion. Et en fait, moi, je fais le même métier. Je crée. J'ai pas besoin de devoir cotiser à machin et prendre une taxation sur ça et une taxation sur ça et m'adresser à ça. Et quand tu veux faire un dossier de subvention fonctionnel, par exemple, en fait, il faut que tu ailles demander au CNM, et puis à la SACEM, et puis à la Spedidam, et puis machin. Mais j'ai pas le temps, je suis en train de. Je suis Hmm. je Mhm. suis sur Ableton, là. Laisse-moi Ouais, finir mon ouais, mix, je peux pas aller demander à 8 personnes. c'est sûr que non. C'est pour ça que moi, ça me paraît assez, comment dire, ouais, hors d'atteinte hein, pour l'artiste Ouais. indépendant. Enfin, à l'artiste, une fois de plus, qu'est-ce qu'un artiste indépendant? Bref, pour Mhm. le petit artiste qui fait sa musique et qui a du succès hein, chez lui en mode tout seul, ça me paraît quelque chose d'assez inatteignable, tu vois. Et je trouve ça dommage. Du coup, c'est vrai que si tout était un peu plus simplifié peut-être et aussi actualisé, mis au goût du jour, parce que c'est vrai que du coup, tout ce système-là, comme tu dis, date des années 80, mais si ça n'a pas bougé, c'est bien parce que ça doit profiter à un petit nombre, tu vois, qui est bien content du système tel qu'il est mis en place. Enfin, notamment, je pense là des aides de la SCPP, par exemple, où, Ouais, si je me trompe pas, la SCPP, ça a été monté par vraiment les plus gros producteurs de phonogrammes de l'époque, quoi, ouais, et un ouais, peu ouais, pour faire valoir leurs droits. Et j'imagine qu'au jour ouais, d'aujourd'hui, bah, c'est eux qui touchent le maximum d'aides de ça, quoi, et ça les arrange bien. ouais. En tout cas, moi je trouve ça passionnant et c'est vrai que quand on met les pieds dedans, ça paraît hyper complexe. Mais justement, de se rendre compte à quel point c'est complexe, je pense que ça devrait inciter pas mal de gens qui n'étaient peut-être pas dans ces démarches de subvention ou de s'intéresser plus au système mis en place, ou même des gens comme moi qui sont plus dans la culture du hustle, de comprendre que tout est, en plus je dis tout le temps ça, tout est question de contexte. Et dans le contexte dans lequel on navigue, bah, tu as intérêt à savoir
où tu mets les pieds, sinon tu risques de tourner en rond ou de pas forcément aller très loin, ou comme tu le disais précédemment, ça va être sur la durée où ça va devenir compliqué. Donc Bah, en en tout tout cas, cas, pour conclure là-dessus, pour n'importe quelle personne qui peut écouter ça et qui a une envie de développer un projet pour lequel il peut aller solliciter des aides, vraiment tous les dispositifs publics sont publics et donc les chiffres sont accessibles. Par exemple, sur le site du Centre national de la musique, vous pouvez avoir le détail de qui a touché quoi. Par exemple, quand tu es dans le cadre du développement de ton projet, tu as besoin de jauger combien est-ce que tu peux aller demander. C'est hyper précieux comme matière. Enfin, pour donner un exemple concret, moi je m'occupe du coup des financements publics sur les flammes. Je me suis rendu sur tous ces sites-là pour savoir combien les victoires de la musique ils prenaient. Et j'étais voir l'équipe des flammes et j'ai dit, bah regardez, faut qu'on aille demander la même chose, quoi, aux mêmes endroits. mm, Si j'avais une tournée à produire, je ferais la même chose. J'irais me renseigner en me disant, bon, bah, telle tournée, ils ont obtenu tant. Sur cette base-là, je peux aller établir ma demande. Et j'ai dit ça pour le secteur de la musique, mais ça va être le cas. Je sais rien si vous avez un projet humanitaire et vous voulez demander de l'aide à la mairie de Paris ou à la mairie de Marseille, de Montpellier. Il y a les aides qui sont distribuées, c'est pareil, elles sont publiques, donc elles sont accessibles, donc elles permettent de mieux comprendre la capacité des choses qu'on peut être en mesure de faire. Et je pense ce savoir-là, qui n'est pas un savoir difficile, hein, parce que c'est une recherche, une fois qu'on y accède, notamment dans cette logique sur laquelle je sais que j'ai insisté, mais je pense que c'est assez central, hein, de pouvoir prévisionner un business plan quand tu es dans une dynamique entrepreneuriale. Euh, une fois que, enfin, je veux dire, effectivement, par exemple, si tu as un projet humanitaire, ça va pas faire d'argent. Mais si tu sais que tu peux aller demander 1 million à la mairie de Paris, tu peux rarement demander 1 million à la mairie de Paris, c'est un exemple, hein, mais du coup, tu vas plus facilement pouvoir construire ton projet. Et puis surtout, si tu as 1 million, là, pardon, je vais parler comme si j'étais Oussama Hamar, mais quand tu as 1 million, tu as 2 millions en fait. Parce que tu peux dire à quelqu'un qui a 1 million, regarde, j'ai 1 million. Tu veux pas investir 1 million parce que j'ai déjà 1 million. C'est plus simple d'aller obtenir euh, plus d'argent sur la base d'un argent qui existe, qui encore une fois, c'est encore mieux quand c'est pas ton argent, puisque c'est comme ça que tu ne t'appauvris pas. Donc quand tu prends de l'argent public et à ça tu vas confronter un investisseur privé qui va croire en ton projet, c'est là que tes projets peuvent fonctionner, parce que tu ne dépenses pas ton argent ou tu en dépenses peu. Mais en tout cas, ce savoir-là, factuel des données, euh, il est accessible et j'encourage vivement les actuels et futurs professionnels de ces secteurs à s'y intéresser. et puis même peut-être qu'il y a des organismes qui peuvent aider ou des choses comme ça. Donc pour les gens qui écouteraient ça, qui seraient un peu perdus ou qui auraient un peu peur, je pense que ça commence par la recherche et comme toute nouvelle chose qu'on essaye d'apprendre à faire, on est très mauvais au début et ça demande voilà, de mettre les pieds dans le plat et de s'y intéresser vraiment. Tout On à arrive au fait. mot de la Ah, fin, Je suis Doudou. extrêmement en retard. euh, Je vais devoir et bien allez, vous saluer en brièveté. Merci pour merci beaucoup l'invitation. Julien J'espère que c'était pour... intéressant. Ouais, alors C'est c'était passionnant. très 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 intéressant, très 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 précis et très complet. Du coup, je pense Ouais. que même moi, je vais devoir tout réécouter pour me remettre dans la tête. Mais en tout cas, tu m'as grave Et toi, donné envie toi, d'aller toi, on d'aller va se rappeler pour fouiller. faire un business plan là. Ah non, mais je t'ai dit, moi, je fais pas de business plan. Mais mais par contre, je vais aller fouiller pour voir combien les gens ils ont touché. Je vais demander la même chose. Exactement. En tout cas, merci Ah, à tous. merci Euh, beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve dans un mois normalement pour un c'est ça, prochain le mois prochain, épisode. l'épisode du Club Débrief. Et merci encore, Julien. Allez, Merci les ciao gars. ciao. En plus. Salut.